on avait tendance à tout le centraliser au niveau de l'outil. C'est-à-dire qu'on se perdait beaucoup dans l'outil. D'ailleurs, que ce soit sur l'aspect sportif ou sur l'aspect professionnel, j'ai toujours considéré que le travail, ça remplaçait tout. Et là, je vais peut-être m'attirer des ennemis, mais je crois peu au fait de cantonner un sales au sujet SDR, BDR. Et bah tu vois, je pense que c'est le moment de rendre à César ce qui appartient à César. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en business développement. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et top performers pour explorer leur écosystème et vous rappeler que nous faisons le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Thévenot, directeur commercial de cette très belle boîte Closed, solution SaaS de gestion de projets juridiques et aujourd'hui Dataroom. Guillaume, très heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui. Bah écoute Pierre-Michel, enchanté, c'est un plaisir aussi de pouvoir partager ce moment avec toi. Et je suis sûr qu'on va produire plein de valeurs ensemble. Bah, j'espère aussi, hein. Attention, sinon on te coupera au montage et notre podcast ne fera plus que doute pas. 5 minutes. Guillaume, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux rapidement te présenter? En gros, t'es qui, c'est quoi ton poste et combien de personnes tu manages chez Close? Eh ben écoute, avec grand plaisir. Donc de mon côté, j'ai un parcours qui est pas si atypique que ça. Je sais qu'en 2023, c'est souvent ce qu'on dit quand on se présente, puisqu'on peut faire pléthore d'expériences maintenant. De mon côté, j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait un master 2 en école de commerce en stratégie commerciale. Et ensuite, ça fait 10 ans que je suis dans le secteur sales, donc un parcours assez classique. J'ai pu rentrer sur différents strates, que ce soit en France et au Luxembourg. C'est là où j'ai fait la plupart de ma carrière et de mon cursus. Et ça fait un petit peu plus de 4 ans que je suis rentré dans le monde du management, parce que c'est quelque chose qui me passionne. J'ai la chance aujourd'hui d'être chez Close depuis le 1er mars dernier, où je chapeaute l'équipe commerciale et la stratégie commerciale de notre entreprise, qui est un effectif de 30 personnes, dont 6 personnes dont je fais partie sur le côté commercial. Et le but, évidemment, c'est de structurer cette équipe, de structurer les ventes et de faire en sorte que nos ambitions de croissance et de scaling, comme c'est bien sûr le mot à la mode, puissent se réaliser. Voilà. Formidable, superbe présentation. On reviendra aussi sur ton parcours parce que atypique, joueur international aussi de rugby. Ça, c'est le côté, ouais, c'est à côté. Voilà, donc tu m'as mis un peu la pression en rentrant dans les bureaux pour que tout se passe bien. Alors tout va bien se passer, c'est promis. C'est quoi Closed comme solution SaaS? Ça sert à quoi? Pour qui? Et pour quelles raisons on l'achèterait dans nos entreprises? Alors, Close, c'est une société qui cherche à digitaliser les opérations juridiques et financières. Donc, en fait, le but, c'est de pouvoir apporter de la facilité, du gain de temps, de la sécurité et de faire en sorte que tout puisse être plus fluide quand, par exemple, tu vas être une direction juridique, un avocat d'affaires ou une banque d'affaires qui cherche à s'équiper de manière digitale et surtout à accélérer ses opérations financières au sens large. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est l'exemple du M&A qui est vraiment notre cœur de cible, où là, le sujet, ça va être d'avoir une société qui cherche à en acheter une autre finalement, où il y a énormément de parties prenantes à l'intérieur, donc il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, et il faut un outil qui centralise cette gestion de projet, gestion des participants, partage documentaire, séance de signature, gestion des checklists, et puis ensuite être capable d'archiver l'ensemble. C'est hyper important et il y a une vertu évidemment légale à l'ensemble. Donc nous, c'est ce qu'on propose en SaaS. Ok. Et ça, cet outil, c'est quelque chose que les directions juridiques, les boîtes de M&A, les cabinets d'affaires vous achètent de manière one-shot lorsqu'ils ont une opération à mener, ou en fait, on est vraiment en abonnement SaaS et ils l'utilisent au quotidien? Nous, on est vraiment sur la défense du SaaS par excellence, c'est-à-dire que ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un cabinet d'avocats d'affaires, il va avoir forcément différentes opérations au cours de l'année, et c'est hyper important d'être très réactif. C'est votre cœur de cible, C'est un des cœurs de cible, mais si tu veux, c'est le plus simple à expliquer. Et grosso modo, le but, ça va être de les équiper au fil de l'eau, qu'on est vraiment un outil en day-to-day. C'est pour ça qu'on fonctionne à la licence, au sens large, et qu'on est sur des contrats engagement 12 mois. On est vraiment sur le SaaS par excellence. Ok. Et ça, c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui sur le secteur? Alors, ça va dépendre en fait de l'outil dont on parle. On a deux outils principaux si on rentre un petit peu plus dans le détail. Un outil de data room et un outil de gestion de projet.
Ce qu'il faut imaginer dans une transaction financière en B2B, c'est que tu vas avoir une phase d'audit et tu vas ensuite avoir une phase de closing en général. C'est un peu comme quand on achète un appartement. Au début, tu vas avoir le vendeur qui met l'appartement sur le marché. Tu as différents acheteurs qui vont présenter des dossiers. Donc ça s'échange des pièces, ça visite l'appartement, etc. Et puis ensuite, il y a un dossier qui est un peu meilleur que les autres et puis les gens décident de faire affaire ensemble et donc il faut signer des papiers. Donc il y a deux outils différents. Data Room pour la phase d'audit, gestion de projet pour la phase vraiment projet financier et puis closing. Et donc là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que on va principalement avoir ces deux outils, l'un à destination des cabinets d'avocats d'affaires et l'autre qui va plutôt être à destination des banques d'affaires qui sont plutôt à l'initiative de sites d'opération et aussi, je dirais, pour les directions juridiques. Donc vraiment, tu as ces deux sujets-là. Et justement, c'est quoi un peu votre pitch par rapport aux acteurs concurrents sur le marché, soit qui proposent effectivement chacun des blocs séparément, ou je ne sais pas s'il existe d'autres acteurs qui proposent aussi l'ensemble de la solution. Quand tu attaques ou tes équipes attaquent un client, c'est quoi un peu la punchline pour vous différencier? Bah, je dirais que c'est un peu la deuxième partie de la réponse que je peux t'apporter, c'est que sur le sujet de la data room, c'est un outil que nous on a lancé en avril, c'est un océan rouge, c'est-à-dire que sur la data room, sur la phase d'audit, tu vas avoir un marché qui est assez concurrentiel. Donc là, nous, pourquoi on a décidé d'aller dessus? C'est parce qu'on a des concurrents qui sont assez complexes, qui du coup ont aussi, si tu veux, une gestion qui est un petit peu à l'ancienne, qui est un petit peu au FIS, c'est-à-dire que tu peux pas l'ouvrir comme tu veux. Quand tu es une banque d'affaires et que tu fais beaucoup de phases d'audit, de due deal, etc., tu as besoin de faire en sorte que les data rooms soient ouvertes rapidement. C'est pas forcément toujours le cas et c'est pas forcément le modèle à ce niveau-là. Donc tu vois, nous, le but c'est de dire que on est aussi sécure qu'eux, mais on est beaucoup plus simple puisque tu peux l'ouvrir en un claquement de doigts et puis surtout, tu as une licence qui va être illimitée, qui te permet d'ouvrir autant de DR que tu veux. Donc ça, si tu veux, c'est sur le premier sujet, c'est comme ça qu'on est capable de rentrer sur cet océan rouge. Sur le deuxième outil, qui est notre outil historique, la gestion de projet, c'est un peu plus simple parce que quand tu prends justement un cabinet d'avocats d'affaires, ils n'ont pas forcément d'outils qui leur permettent de faire tout ce qu'on peut faire sur Closed en un seul et même outil, en un seul et même espace. C'est-à-dire que tu as du DocuSign par exemple pour la signature électronique, tu vas avoir du Drive pour pouvoir partager du document, tu as aussi les mails pour pouvoir faire ta gestion de projet et dire à chacun de faire les choses, mais tu vas pas avoir un outil qui te permet en toute simplicité de faire l'ensemble et ensuite d'en générer une archive. Donc là-dessus c'est un peu plus simple, c'est de l'évangélisation. Et donc là, en cible, on a évoqué les cabinets d'avocats, les cabinets d'affaires, Ouais. qui font effectivement des opérations d'M&A, les banques d'affaires. Vous avez d'autres cibles? Et c'est quoi à peu près la répartition de votre portefeuille client sur ça? Bah, je dirais que initialement, comme on était avant tout sur notre outil de gestion de projet, notre outil de closing, on était plutôt beaucoup avec les cabinets d'avocats d'affaires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chez Closed, deux de nos fondateurs sont d'anciens avocats d'affaires. Donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que on maîtrise très très bien le sujet et puis les problématiques des gens qu'on essaye d'équiper et qu'on équipe. Et donc, pendant un moment, la plupart de nos clients, c'était des avocats d'affaires. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que depuis avril et le lancement de la Data Room, on est venu un petit peu plus sur un end-to-end product avec ce nouvel outil qui nous permet d'aller chercher les phases d'audit. Et donc là, on est rentré sur le sujet du M&A Advisors, de la banque d'affaires. Et donc petit à petit, on voit qu'on a de plus en plus de clients qui commencent à arriver sur cette phase. Et donc, on a un certain déversement, c'est-à-dire qu'on continue évidemment d'avoir des nouveaux clients en avocat d'affaires, mais on a de plus en plus, je dirais, de clients banque d'affaires. Donc les proportions, elles sont peut-être pour l'instant de 80-20, mais si tu veux, c'est des choses qui sont tout le temps en mouvement. Un dernier point, et je dirais notre ICP, notre troisième ICP qui est assez intéressant, ça va être les directions juridiques. Et là, je dirais que c'est un sujet qui est à caractère de challenge et d'exploration sur 2024. J'aimerais revenir un peu sur votre ICP, cabinet d'avocats d'affaires, parce que on est donc sur le secteur de la legal tech, qui est un secteur effectivement en pleine explosion depuis 2 ans, avec la digitalisation des professions libérales dont font partie effectivement les avocats d'affaires et qui sont des opportunités marché importants. Comment on vend un avocat? Ça va pas être évident. Enfin, c'est des cibles qui sont un peu touchy. Eh ben, je pense que c'est une très bonne école, ou en tout cas c'est une très bonne expérience pour être un très bon vendeur. Donc là, on rentre un peu plus, je dirais, dans une partie qui me passionne. L'avantage, si tu veux, c'est que j'ai pu connaître différents secteurs d'activité. J'ai pu aussi connaître du SaaS et aussi de la vente agence et d'autres choses. Donc le but est à chaque fois de pouvoir faire entendre cette vraie méthode value selling, de comprendre ta problématique, de considérer que l'outil est un pont vers une solution que je t'apporte
et ensuite d'être capable de travailler sur le levier influence pour faire en sorte que tu appuies sur le bouton et que tu signes. Et je crois que c'est un très bon cas d'école, les avocats, parce que c'est une cible qui est difficile. C'est-à-dire que tu sois sur un petit cabinet, un cabinet moyen ou un très grand cabinet, euh, il est potentiellement possible que la personne en face de toi, ça soit quelqu'un qui ait fait partie des très gros cabinets. Quelqu'un qui soit ensuite devenu indépendant, quelqu'un qui ait décidé derrière de créer son affaire, mais en tous les cas, tu peux avoir cette notion de C-level n'importe où. Et donc forcément, tu as un vanity metric qui va être assez important. Donc cette cible-là, elle est loin d'être évidente, et c'est ce qui te permet aussi de voir si sur ton soft skills, sur ta capacité à influencer, sur ce qui pour moi définit un sales, c'est son leadership. Et pour moi, le leadership, c'est rien de plus que être capable d'influencer l'autre, évidemment pour son bien, influence positive. Bah c'est là que tu vois si jamais tu es bon ou pas, parce que tu peux pas te cacher derrière l'outil, tu peux pas te cacher derrière une cible qui est captive, derrière un besoin qui existe. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que sur la gestion de projet, on n'avait pas forcément, je dirais, de concurrence directe, mais ça veut aussi dire que on a des gens aujourd'hui qui roulent en vélo, que nous on propose une voiture, mais que la personne ne connaît pas la voiture. Donc il faut lui expliquer que ça ira plus vite. Et justement, est-ce qu'ils sont sensibles aujourd'hui à ces objectifs de digitalisation? Parce qu'il y a eu pas mal de choses sur la tech, avec des boîtes comme Doctrine, etc., qui ont commencé à évangéliser le marché. On reparlera aussi de l'historique de Closed. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont réceptifs ou il faut un peu vraiment créer le besoin, appuyer sur la pain? Euh, Alors, je dirais que si on élargit un peu aux trois cibles qu'on adresse aujourd'hui, euh, la réception va être différente. C'est-à-dire que je t'ai dit tout à l'heure que les data rooms, c'était plutôt un océan rouge. Donc, quand tu vas face à une banque d'affaires, elle est très réceptive au côté opérationnel de l'outil et à ce que tu vas lui faire gagner par rapport aux solutions qui existent déjà. Que ce soit pour elle ou pour son client final, une direction juridique, qui est un petit peu sur le même sujet, encore que ce soit un petit peu différent. En revanche, sur, je dirais, un cabinet d'avocats d'affaires, tu vas pas pouvoir uniquement le convaincre avec l'outil. Lui expliquer qu'avec l'outil, tu es capable de pouvoir prendre un document et puis de le partager à X personnes et de maîtriser les droits, etc. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'il achète. Surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas avoir l'utilisateur final qui va souvent être un collaborateur, un junior ou en tout cas un très opérationnel. Mais celui à qui tu parles, bah, c'est un partenaire, c'est un associé. Et ce qui est assez particulier dans cet univers des avocats d'affaires et des avocats en général, c'est qu'on n'est pas sur une entreprise classique. C'est-à-dire qu'un partenaire, ce qu'il va mettre dans ton outil, c'est ce qu'il touchera en moins. Donc si tu lui parles uniquement de features, bah, c'est pas quelque chose qui va faire en sorte que ça fonctionne. C'est la valeur perçue qui marche. C'est pas forcément la valeur opérationnelle. Et donc si tu n'es pas capable de lui dire, en fait avec Closed, tu vas pouvoir gagner sur tel type d'opération 30% de temps et donc 30% d'argent parce que tes équipes déjà elles vont respecter les délais que tu avais prévus dans ton devis initial, donc tu as une bonne réputation de la part de ton client. Et puis en plus, comme finalement tu gagnes du temps, donc c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le recovery rate pour entrer un peu dans leur jargon, bah, tu vas pouvoir aller chercher aussi d'autres clients. Et c'est ces éléments-là qui vont lui faire comprendre que oui, Closed c'est quelque chose qui est intéressant. Ça va jamais être sur de la features. Donc c'est compliqué notre métier, sales chez Closed. C'est pour ça que c'est intéressant. Et dans le cycle de décision, est-ce que tu as justement un partenaire qui va prendre la décision ou tu es obligé d'enchaîner avec le partenaire le plus ancien, le petit nouveau qui vient de rentrer en tant qu'associé? Est-ce que le cycle de vente, comme sur beaucoup de SaaS, est assez métré, calibré ou chez vous, c'est un peu what the fuck selon la typologie des cabinets? Bah, ça, c'est encore, si tu veux, un sujet qui est clivant, parce que tu vas être sur une banque d'affaires en fonction de sa taille. Il y a déjà des process qui sont mis en place, il y a déjà une direction achat, il y a déjà des gens qui vont structurer le sujet, que ce soit pour des accords cadres pour les clients finaux ou que ce soit pour qu'ils prennent en direct. Et puis ensuite, tu vas avoir, je dirais, le sujet du cabinet d'avocats d'affaires ou de cabinet d'avocats en général, full services, où là, ça va être un sujet un peu plus compliqué, puisque comme on est sur quelque chose d'assez nouveau, la structuration, il n'y a pas encore de règles qui sont mises en place, il n'y a pas forcément toujours des DSI, il n'y a pas forcément toujours des budgets en commun, et il n'y a pas forcément toujours l'ensemble des partenaires qui va avoir besoin de ton outil. Parce que nous, on est très efficace sur du M&A, mais on va être beaucoup moins efficace sur d'autres sujets que peuvent être, je sais pas, par exemple le droit de la famille, le pénal, le judiciaire, etc. Donc tout ça pour dire que tu as deux options et deux sorties, tu arrives à être très très fort et tu arrives à convaincre ce fameux partenaire en M&A de prendre sur son budget à lui, potentiellement, il va prendre en direct pour ses équipes, ce qui est super. Mais bien souvent, ce qu'il va essayer de faire, c'est
faire participer cette décision et faire participer un board pour que les autres aussi puissent lui dire oui, on va mettre ça sur un budget commun. Sauf qu'ils n'en ont pas forcément l'intérêt. Donc c'est là que ça devient compliqué. Et donc je dirais qu'en fonction de la taille du CAB et en fonction de ce que tu arrives à faire sur le côté influence, tu vas être sur des cycles qui peuvent être de 3 à 12 mois. Bah, tu dois avoir des sales courageux, hein, parce que là, tu vois, si je reprends tes propos, je sens qu'il y a une nécessité quand même de sacrément bien mapper les comptes, ce qui ne doit pas être Absolument. forcément être évident dans les cabinets d'avocats. Comprendre les relations d'influence entre les différents partenaires effectivement en interne, les driver sur la solution, les évangéliser sur la nécessité effectivement de s'équiper avec des nouvelles solutions digitales, leur faire comprendre le recovery rate. Ouais, ça doit être une vente effectivement à la fois complexe mais à la fois très humaine. Donc ça doit être assez cool aussi à travailler. En termes de stratégie commerciale, ça fait combien de temps que Closed existe et a été lancé sur le marché? Closed, on a été lancé, je dirais, on existe depuis fin 2017, on a été lancé sur le marché en 2019. 2019. Et toi, t'es arrivé quand déjà là-bas? Je suis arrivé au 1er mars de cette année. Ok. Et est-ce que tu as un historique un peu de la stratégie commerciale chez Closed avant que tu arrives? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un pivot dans la stratégie commerciale? Écoute, je peux t'abstraire la notion pour aller vite sur ces années, parce que ça fait déjà 7 ans que la solution, en tout cas la structure a été créée. C'est qu'on a eu la chance chez Close d'avoir l'expertise métier qui inventait l'outil dont il aurait eu besoin. Puisque l'idée, c'est que nos fondateurs sont d'anciens avocats d'affaires. Donc en fait, ils ont simplement créé l'outil qui était nécessaire pour accélérer les deals sur lesquels ils étaient. Ils se sont ensuite rapprochés d'un de leurs amis, du coup, qui est notre CTO et le troisième fondateur, qui, du coup, de son côté, a créé l'outil. Et donc, ils vendaient très très bien aux avocats, puisque c'était des avocats. Donc en fait, c'était vraiment un peu de l'intuitif, parce que le pain point, ils le connaissaient par cœur. La problématique qu'il y avait en revanche là-dessus, c'est que c'était pas des gens qui étaient sales par nature. Donc le côté sales ops n'était pas forcément mis en place, puisque c'était pas leur métier. Donc je dirais que jusqu'avant que j'arrive, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées. Il y a eu différentes personnes aussi qui avaient rejoint, je dirais, l'aventure sur le côté sales, mais il n'y avait pas de structuration. C'est-à-dire que la stratégie, c'était d'aller chercher évidemment des beaux noms, des beaux cabinets, et de faire ensuite, bien sûr, des quick wins pour que l'ARR grandisse aussi de mois en mois et que ça fonctionne là-dessus. Mais il n'y avait pas, si tu veux, au-delà des OKR, des KPI très précis et puis un pilotage opérationnel qui était fin. Il n'y avait pas de sales ops. Et donc c'est, je dirais, ce que j'ai essayé de mettre en place en construisant une équipe qui fonctionne, je dirais aussi des rituels, et puis je dirais une notion de sales ops très forte et une culture très forte de sales chez Closed, qui n'existait pas finalement pour ces raisons-là avant le 1er mars. Et quand tu es arrivé, il y avait déjà des sales en place Il y avait déjà des sales en place quand je suis arrivé. qui faisaient tout le cycle de vente, ou ils étaient déjà structurés L'ensemble des sales chez nous, de toute façon, fait encore le cycle de vente. C'est-à-dire que ça, c'est important de le garder. On est peu nombreux, on adresse quand même un marché qui est important, surtout qu'on a la chance de pouvoir adresser la France et puis aussi différents pays européens. Comme on est uniquement un SaaS et puis une technologie, il n'y a pas de sujet, je dirais, de l'égalité. Donc ça, c'est important. En revanche, on n'est jamais que 6. Donc c'est important qu'ils aient tous le sujet full cycle. Et puis c'est assez, encore une fois, clivant, mais ça, c'est ma vision. Moi, j'aime bien, en fait, que les gens aillent au front et puis se sentent capables d'eux. Je crois peu au fait quand on est, et là je vais peut-être m'attirer des ennemis, mais je crois peu au fait quand on est un sales au sujet SDR, BDR. Ça peut très très bien marcher dans le cadre d'un stage, ça peut très très bien marcher dans le cadre d'une alternance, ça peut très très bien marcher dans le cadre d'une personne, même junior à la limite, qui rejoint une structure pour qu'ensuite elle puisse progresser sur autre chose. Mais tu vois, je suis peu sur le fait de segmenter. Chez nous, aujourd'hui, il y a une segmentation marché qui existe. Il y a aussi une segmentation de farming qui existe. Mais par contre, sur le fait d'être capable de faire son call calling, d'ensuite réussir à signer le compte et puis ensuite le farmer un petit peu, au point d'évolution de prescaling où on est, je crois que c'est très important d'avoir des gens qui sont capables de le faire. Écoute, moi je suis 100% d'accord avec toi, pas forcément pour les mêmes raisons, parce que je pense que un SDR peut être très senior et qu'un SDR ne doit pas être un junior, parce que celui qui fait le call, c'est la porte d'entrée de ton entreprise pour une autre entreprise, et donc c'est la première image que va refléter Closed. Et je suis toujours gêné effectivement
de laisser à des juniors l'objectif et l'enjeu de représenter l'entreprise, parce qu'on sait très bien que le premier contact va être clé, et c'est ça qui va pouvoir donner le tempo effectivement de la vente. Par contre, là où je te rejoins, c'est que on voit un certain retour en arrière aujourd'hui dans les objectifs de segmentation des équipes qui ont été très fortes ces dernières années, avec, et d'ailleurs on en faisait la promotion, hein, SDR, BDR, Bien sûr. compte exécutif, qui est compte, etc. Parce on s'est rendu compte que finalement le décisionnaire en avait marre d'avoir 5, 6, 7, 8 interlocuteurs différents pour une seule et même vente. Tu peux avoir un SDR ou un BDR, après derrière tu peux avoir un avant-vente qui va intervenir, après un account exécutif, après tu vas avoir le CSM qui va arriver, après tu vas avoir un account manager, et en gros pour une vente, ton interlocuteur aura eu 5 interlocuteurs différents, et ça commence à être assez lourd, et notamment sur des profils qui sont très techniques comme les avocats ou les notaires, qui est un de nos clients, une solution SaaS à destination des notaires, ou certaines populations comme les DAF. On s'est rendu compte qu'avoir des sales qui faisaient tout le cycle de vente, en fait, était peut-être plus efficace que de trop segmenter ces équipes, et c'est pour ça que je te rejoins sur cette vision-là aujourd'hui du sales. Voilà, bon, moi aussi j'en profite pour donner un peu mon avis. Bien sûr. Ça me fait ma tribune. Top, donc tes équipes font tout le cycle de vente. Quand tu es arrivé, c'était déjà le cas. Quand tu es arrivé donc chez Close, tu as pris ton poste. C'était quoi en fait tes premiers mois en tant que DIRCO? C'était quoi tes premières actions? Comment tu as vérifié où tu mettais les pieds? Comment tu as analysé la situation? Est-ce que tu as mis en place des matrices? Est-ce que tu t'es mis à prospecter? C'était quoi en fait tes practices une fois sur place? Écoute, je crois que dans l'univers de Closed, la règle des 90 jours, elle a jamais été aussi vraie. J'ai eu la chance de pouvoir participer à différentes aventures dans le cadre, je dirais, de mon expérience professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pour laquelle j'ai choisi Closed, c'est parce que c'était un SaaS, mais un SaaS dans un univers où j'étais totalement profane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une petite vision de ce qu'est un avocat d'affaires, de ce qu'est une direction juridique, de ce qu'est une banque d'affaires. Il faut s'imaginer qu'au 1er mars dernier, pour être hyper transparent avec toi, j'en avais pas la moindre idée. Je savais grosso modo que les gars qui faisaient du M&A, ça devait ressembler plus ou moins à ce qu'on pouvait voir dans certains films américains que je citerai pas, quoi. Mais j'en savais pas beaucoup plus, et j'avais uniquement une vision extrêmement biaisée de ce milieu-là parce que je le connaissais pas. Donc, il a fallu plus que jamais que je me place en posture d'apprenant. Je ne maîtrisais pas ma cible, pas mon marché, pas l'ICP, pas l'univers, pas le contexte. J'étais pas juriste. Pourquoi ils t'ont embauché alors? Et bah justement, je crois que c'est pour ça. Ah ouais? C'est Ok. parce que, si tu veux, le but était d'avoir quelqu'un qui ait uniquement, je dirais, sa vision sales. Le fait de pouvoir avoir vendu différentes choses, et puis d'écouter beaucoup la personne qu'on a en face de nous pour essayer de comprendre quelles sont ses problématiques, comment on peut créer une valeur perçue grâce à l'outil, et comment justement on peut créer cette notion de value selling, de discovery, solution and negotiation. Et d'ailleurs, je pense qu'un sales est capable de pouvoir vendre n'importe quoi à partir du moment où il est vraiment capable d'écouter. Et pour écouter, il faut être humble, il faut se positionner en tant qu'apprenant. Et donc la réponse que je peux te donner, c'est que je me suis mis en fait comme le stagiaire de tout le monde. C'est-à-dire que comme je ne savais rien, je ne pouvais pas me baser sur ma perception de la réalité. Et donc c'était aussi je dirais, c'est là que tu vois si tu es quelqu'un avec une bonne humilité ou pas, parce que comme tu as une certaine expérience, que ça fait 10 ans que tu fais ça, tu as l'impression rapidement de comprendre, de percevoir et de savoir ce qui est faux, et donc il faut être capable de mettre ce biais complètement de côté pour se dire, non, aujourd'hui je ne connais rien, je suis un apprenant, et je vais voir ce que ça donne. Et donc à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir observer et commencer à comprendre, donc tu vois les fameux 30 jours, 30 jours, 30 jours, j'ai Alors commencé... c'est quoi ces fameux 30 jours, 30 30 jours, 30 jours pour ceux qui Bien ne sûr. connaissent pas la méthode? L'idée de la règle des 90 jours, c'est que pendant 30 jours, tu observes simplement. Pendant 30 jours derrière, tu vas commencer à participer à l'effort de guerre. Et ensuite, pendant 30 jours, tu vas petit à petit essayer de commencer à mettre en place les actions. Évidemment, c'est pas forcément 3 mois, ça dépend, ça peut être plus long, ça peut être moins long. Mais là, pour le coup, ça a été profondément vrai de ma part. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'abord, j'ai beaucoup écouté, essayé de comprendre. Je suis allé aussi voir différents marchés qui n'étaient pas forcément uniquement le marché français pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Ensuite, derrière, j'ai commencé à participer à l'effort de guerre, c'est-à-dire que je suis allé me faire mes armes, je suis allé faire des rendez-vous dans mon coin, tout seul, je me suis cassé les dents, je me suis fait prendre de haut par des avocats parce que j'avais uniquement la maîtrise technique de l'outil et pas autre chose. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à comprendre tout ça, le dernier point, ça a été de commencer à mettre des choses en place. Donc, de faire en sorte que HubSpot soit vraiment utilisé, de faire en sorte que chacun comprenne quelles étaient les phases qui étaient en place et que j'avais voulu mettre en place dans le CRM
pour que on puisse suivre et piloter notre activité, ce que c'était qu'un atterrissage, ce que c'était justement que le value selling, et commencer comme ça à rentrer sur des notions de sales ops en créant bien sûr aussi différents outils, toute une page Notion où le but aujourd'hui c'est que n'importe quel nouvel entrant chez nous ne fasse pas forcément face aux mêmes difficultés que j'ai pu avoir, mais que tout soit cadré, que ce soit dans l'opérationnel, que ce soit dans le contexte, que ce soit dans la compréhension de l'ICP et de la compréhension de comment fonctionne Closed avec les 30 personnes et les différents départements. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à pouvoir mettre des choses en place. Et ensuite est venue la stratégie, la vision et le fait qu'aujourd'hui je sois capable de pouvoir m'asseoir dans un canapé et d'essayer de t'expliquer tout ça. Justement, sur cette prise de poste, après tes 90 jours, donc tu me disais, tu as commencé à mettre en place des changements, à intégrer des nouveaux process, remplir son CRM, hein, le grand classique, leur faire comprendre l'atterrissage, les KPI et tout le team. Est-ce que tu as dû faire face à des problématiques de résistance au changement? Parce que beaucoup de directeurs commerciaux, effectivement, nous écoutent, vont prendre des postes ou ont pris un poste il n'y a pas longtemps. À quoi, toi, tu as fait face et qu'est-ce que tu conseillerais dans ces situations? Alors je dirais que bien évidemment qu'il y a une résistance au changement qui existe dans tout type d'organisation et c'est peut-être que certains vont voir de quoi je parle, mais c'est tu sais le fameux schéma de la conduite du changement où au bout d'un moment soit les personnes adhèrent, soit les personnes s'en vont. Et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose d'assez naturel et qu'il faut l'accepter. Toutes les personnes qui étaient présentes dans l'équipe commerciale lors de ma prise de poste chez Closed ne le sont plus forcément parce qu'on a eu un changement de paradigme et un changement de réalité. Et certaines personnes se sont finalement rendues compte que la vision qu'elles avaient du sales c'était peut-être un petit peu différente de ce que j'apportais, étant donné que cette structuration et cette expertise n'avaient pas encore été apportées chez Closed au niveau du sales ops. L'autre point derrière, c'est que cette transformation et ce changement, il peut être fait, je dirais, plus ou moins dans la douleur en fonction des méthodes que tu mets en place. De mon côté, comme j'ai profondément décidé en fait de me placer en dessous de l'équipe parce que je considère qu'un manager c'est un support à la réussite des autres et c'est jamais quelqu'un qui se met au-dessus et que je suis allé faire mon call ou du coup je tapais ce que je devais taper au niveau des calls, ou je suis allé faire mes rendez-vous tout seul, ou je me cassais les dents, ou vraiment je mettais les mains fort dans le cambouis, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fort tendance à continuer à faire même si ça fait de belles journées. Tu gagnes le respect d'une certaine manière par l'exemplarité. Alors c'est très bateau de dire ça, mais pour le coup, t'en parlais tout à l'heure, c'est lié aussi à ma seconde vie, c'est comme ça que je vois les choses et que finalement ce sont des valeurs que le sport a pu m'apporter. Mais cette conduite du changement, à partir du moment où tu as gagné l'estime de tes troupes et où les gens se rendent compte que tu es uniquement là pour faire en sorte que les choses avancent et que tu es le premier à pouvoir reconnaître tes erreurs, elle est plus smooth. Et en plus de ça, quand t'expliques pourquoi tu fais les choses et que potentiellement on se rend compte que ça marche, petit à petit ça va beaucoup mieux. Ce qui est le plus dur à mettre en place en fait c'est la première pierre. Et c'était quoi le plus dur en fait avec le recul, c'était quoi les éléments que tu as voulu mettre en place sur lesquels il y a eu le plus de freins in fine? De manière très concrète, parce que oui, on sait, il faut de la communication, bien expliquer, sûr. Etc. Mais dans le concret, on le fait, on fait un pitch, des beaux discours au quotidien, on explique, on réexplique. Mais in fine, concrètement, contre quoi tu t'es retrouvé, contre quoi tu as buté Je dirais que l'élément le plus concret, ça a été d'apporter justement cette vision sales et de faire en sorte qu'on se transforme en bon sales et qu'on puisse apporter cette vision value selling où on est profondément tourné vers l'investissement et ce que ça va apporter pour le client final. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis arrivé chez Closed, on avait tendance à tout centraliser au niveau de l'outil. C'est-à-dire qu'on se perdait beaucoup dans l'outil. On était uniquement à présenter Closed, à présenter l'outil, à faire de la démonstration fonctionnelle, parce que c'est rassurant aussi. Et donc, on n'avait pas du tout ces aspects de soft skills qui étaient mis en place. C'était uniquement du hard. C'est-à-dire qu'on montrait, oui, telle fonctionnalité, tel bouton, tel élément. Mais ça veut dire quoi pour la personne qui est en face de nous? Qu'est-ce qu'elle va y gagner? Et surtout, est-ce qu'on est capable de pouvoir donner un vrai rythme à ce rendez-vous? Est-ce qu'on est capable profondément de faire de l'écoute active, ce qui est loin d'être évident? Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que la personne en face de nous, elle nous livre aussi une partie de ses problématiques et de rentrer vraiment dans le niveau profond du problème? Le problème, c'est pas j'ai besoin d'un outil pour partager des documents. Le problème, c'est je rentre tous les soirs à 23h chez moi et je vois plus ma femme. C'est ça le problème. Et ça, on n'arrivait pas du tout à le faire. Et l'autre point, c'est que quand on restait uniquement consommé sur du fonctionnel et sur de la démonstration, on avait aussi beaucoup de mal à rentrer sur cette phase de négociation. C'est-à-dire qu'on faisait un catalogue des prix, on n'arrivait pas à avoir cette position et cette posture d'expert qui est nécessaire, je dirais, à faire en sorte qu'on arrive à faire de beaux closings.
plus que jamais avec notre cible dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est une cible particulière et délicate. Donc, pour faire en sorte que ces choses-là, elles avancent, il n'y a pas eu de secret. Il a fallu une rigueur administrative, il a fallu une rigueur opérationnelle, il a fallu expliquer pourquoi on faisait les choses, et puis il a fallu mettre des rituels en place. Les rituels, pour moi, qui sont nécessaires à cette conduite du changement et sur lesquels on ne peut pas passer, c'est les one-to-one, c'est la réunion commerciale, et c'est les workshops. Et si tu me le permets, je peux te donner un peu de détails sur les trois. Bah justement, j'allais t'en donner très concrètement, c'est quoi un workshop pour toi? Comment tu l'as mis en place? Comment tu les coaches? Comment tu leur mets les coups de pied au cul et les félicites de manière très opérationnelle? Eh bah écoute, déjà le premier point, c'est que les one-to-one que je propose, c'est avec tout le monde, c'est tous les lundis matins. C'est important qu'il y ait cette notion de rituel, qu'il y ait des rites dans l'équipe. Pour moi, c'est profondément nécessaire pour donner un timing et pour qu'on soit capable d'avoir cette structuration déjà mentale et intellectuelle, qu'elle fonctionne et qu'elle respire au sein de cette équipe commerciale. Donc un one-to-one, ça doit être à la fois centré sur la partie hard, donc sur les KPI, d'où l'importance de renseigner son HubSpot, donc c'était connecté là-dessus. Et ensuite, c'est aussi lié à l'humain, c'est aussi lié à l'individu. On ne peut pas dire qu'on veut des commerciaux qui écoutent les prospects si nous, en tant que manager, on n'est pas capable d'écouter les personnes en face de nous. Puisque bien souvent, on est biaisé par notre perception. Je pense qu'il est comme si, je pense qu'il fait ça parce que. Mais c'est intéressant de les écouter. Donc au-delà du coaching, sur ces one-to-one qui ont lieu toutes les semaines, c'est 15 minutes uniquement centrées sur l'individu et on en apprend beaucoup. Moi, c'est les 15 minutes que je préfère, où là, je vais lui demander son niveau d'énergie, sa place dans l'entreprise, comment il se sent, est-ce que la vision elle est claire, de quoi il a besoin. Et ça toutes les semaines? Toutes les semaines, tous les lundis. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de crucial. Et potentiellement, si on est en train de construire une croissance et une réussite, ça passe avant tout par l'humain. Et je crois que c'est le quart d'heure qui est le plus important sur ces one-to-one. Et ensuite, l'autre quart d'heure avec chacun, évidemment, c'est beaucoup plus KPI-centrics. Et donc là, on va parler des rendez-vous à venir. On ancre la semaine dans le mois, dans la réussite, dans le succès, etc. Donc c'est 30 minutes avec chacun tous les lundis. Ok. Ça, c'est le premier point. Et sur les workshops, alors, tu les animes comment tes workshops? Bah, je dirais qu'il y a un autre point intermédiaire qui est important aussi, c'est tous les lundis 14h, réunion commerciale, 1 heure. Donc là, le but, c'est de donner les guidelines, de dire où est-ce qu'on veut aller, d'ancrer la semaine dans le mois, dans le quarter et dans la réussite annuelle, de parler aussi des réussites et de les célébrer. Parce que j'ai toujours tendance à dire qu'on célèbre les victoires ensemble, et puis par contre, on lave le linge sale en privé, donc plutôt en one-to-one. Il faut savoir aussi dire les choses quand ça va pas. Et ensuite, je dirais que tous les jeudis à 10h30, c'est marrant, il y en a encore eu un ce matin. Non, workshop. Ah. Pas encore l'apéro, mais l'apéro c'est okay. important aussi, c'est la troisième mi-temps. Yes. Mais là pour le coup, dans le workshop, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on prend un sujet sur lequel on doit monter en compétence. Ce qui est important sur ces workshops, c'est que c'est à la fois du contexte, à la fois de l'ICP, à la fois du hard, à la fois du soft. Le but est simplement de venir tacler une difficulté que j'ai pu constater chez plusieurs des team members. Par exemple, aujourd'hui, justement, on a fait un workshop sur comment calculer et comment parler de ROI à un avocat d'affaires. Qu'est-ce que la notion de recovery rate? Qu'est-ce que la notion de write-off? Et que là, tu vois, on était sur un workshop vraiment expertise, posture d'expert. Et avec ces 3 rituels, déjà, on a une belle structuration. En tout cas, ça permet quand même de, assez vite, atténuer le chaos pour commencer à créer un semblant de société, au sens large. Ok, très clair. En plus, en parallèle de ça, de ton onboarding, de effectivement la gestion du turnover, hein, qui est complètement naturel, un nouveau head of sales, on rejoint aussi un manager, on veut imposer des nouvelles méthodes et c'est normal. C'est pour ça qu'on est embauché et qu'on fait sa prise de poste, on crée un nouvel ADN d'équipe. Il y a eu aussi le rachat de Closed par Lexis. C'est arrivé quand ça? L'année dernière aussi, je crois, non? C'est arrivé fin 2021. Fin 2021, il y a 2 ans. Donc le temps que se mettent les choses en place, justement, comment est organisée la distribution commerciale de Closed entre les sales de Closed? Est-ce que les sales de Lexis, je te laisse peut-être aussi décrire ce que c'est Lexis, parce que c'est quand même un sacré morceau, Bien sûr. peuvent aussi vendre votre offre de produit, et comment ça s'organise? Déjà, pour expliquer ce qu'est LexisNexis, c'est le plus gros éditeur juridique mondial. Donc, c'est une structure évidemment qui est très importante, c'est une très grande entreprise. Il me semble qu'aux dernières nouvelles, on était 33 000 dans le groupe. Et c'est une structure qui est présente depuis très longtemps, plusieurs dizaines d'années. C'est une structure qui, alors ils aimeraient peut-être pas que je dise ça, mais ça permet vraiment de vulgariser, peut se définir comme étant le Wikipédia du droit.
C'est-à-dire que c'est aussi un SaaS, c'est une solution qui équipe, je dirais, les cabinets d'avocats d'affaires, les directions juridiques aussi, pour que ils puissent avoir accès à ce savoir. Ça fonctionne sous forme de licence. On se connecte à différents outils, type Lexis 360, bientôt Lexis Plus, ou alors à des outils, je dirais, de gestion logicielle, vraiment d'outils métiers. Et là, on va pouvoir s'adresser au marché public, également aux notaires, mais aussi aux avocats, etc. Et donc là, on est plutôt sur une suite qui s'appelle la suite Poly, qui est en fait une GED améliorée, pour vraiment vulgariser le sujet. Donc ça, c'est vraiment leurs deux produits. Ce qui se passe là-dessus, c'est que en 2021, fin 2021, Lexis a aussi voulu, je dirais, dynamiser sa croissance avec l'acquisition d'une Legal Tech qui était, je dirais, un pari avec de belles chances de réussite, qui était closed, avec les différents éléments que j'ai pu te donner à l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait aussi partie de mes missions, évidemment, de développer Closed en tant que marque propre, mais aussi de développer le partenariat qu'on avait avec Lexis. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Bah Hein. bien sûr, bien sûr. Head of Sales sur un secteur que tu connais pas, avec Bah une oui. équipe à former qui n'a pas de culture commerciale, et le tout avec une merge et un partenariat avec Lexis, sinon c'est pas drôle. Je crois qu'on peut dire que j'aime les challenges. Ouais, t'as dû faire une belle année 2023 et avoir le temps de voir bien tes potes et de faire les 35 heures. Ouais. C'était chouette. Ouais. C'était chouette. Et ça l'est toujours. Mais du coup, c'est vrai que c'est un challenge qui est rare, je dirais même à titre personnel, puisque ce rachat, tu l'auras compris, c'est pas simplement un rachat classique. C'est un rachat fonctionnel, opérationnel. C'est-à-dire que on veut et on doit participer à cette croissance pour le groupe et pour Lexis. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une mise en place de process qui a été à définir, qui est nécessaire pour faire en sorte que les clients de Lexis, qui sont nos prospects, deviennent nos clients. Et donc pour ça, il a fallu, comme j'ai pu te le dire, mettre en place des choses opérationnelles sur le papier, mais il a fallu aussi faire adhérer les hommes. Et ça, c'est une notion que j'avais pas forcément, je dirais, dans ma tête au moment où j'ai démarré les grands chantiers sur le sujet. Mais c'est passionnant. Et tu as ressenti des différences de mindset entre des sales de belles startups comme Close, 30, 40 collabs en 2-3 ans et des sales de grosses machines de guerre, hein, parce que ça reste une très belle boîte Lexis, mais qui ont des avantages et des inconvénients d'être une grande machine de guerre aussi. C'est quoi pour toi les points clés de ces différences ? Je pense que la meilleure image que je peux te donner là-dessus, c'est la Chine et Hong Kong. Finalement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as une petite boîte hyper véloce, hyper agile, qui tente plein de choses, qui a du coup beaucoup de liberté parce qu'elle a encore une structuration qui est assez faible et assez petite, qui du coup doit réussir à créer une belle collaboration avec un mastodonte, qui a des process qui sont profondément mis en place, qui a des cycles de vente qui sont aussi profonds, qui a des manières de faire qui sont aussi, je dirais, connues de la part des clients. Et donc, on est vraiment sur deux mondes tout à fait différents qui n'avancent pas à la même vitesse. Mais pour autant, il faut faire en sorte de tirer le meilleur des deux, puisque le risque que tu vas avoir là-dessus, c'est que entre une très grosse structure et une start-up, soit on est sur deux notions qui ne se comprennent absolument pas, et donc là, ça ne fonctionne pas, soit derrière, on est capable de prendre le meilleur des deux mondes, et là, c'est exceptionnel. Et c'est une tangente qui peut potentiellement tourner d'un côté ou de l'autre en une fraction de seconde. Et donc je dirais que le challenge, il est avant tout, encore une fois, d'être super humble, parce que tu dois en fait, je dirais, prendre un petit peu les ressentis d'un côté et de l'autre pour en sortir quelque chose de chouette et pour faire en sorte que les gens arrivent à travailler ensemble, même s'ils ont des process qui sont tout à fait différents. Et justement, très concrètement, comment tu les fais bosser ensemble ? Est-ce que d'une, ils ont envie de bosser ensemble ? Est-ce que les sales de Lexis, qui ont quand même une palette d'offres assez importante, reçoivent de manière positive une nouvelle offre ? Est-ce que pour eux c'est un challenge ? Est-ce qu'il faut aussi leur pitcher et leur vendre la valeur de leurs produits pour leurs clients ? Comment tu t'y prends au quotidien pour gérer ça ? Je dirais que c'est le terrain avant tout. C'est-à-dire que si les gens ne te respectent pas, et si les gens ne respectent pas ta qualité, tu auras beau avoir mis en place les meilleurs process du monde, on est sur deux structures différentes. Les gens en fait te respecteront pas et puis n'auront pas envie de vendre ton produit parce qu'ils sont capables d'aller faire leurs chiffres aussi avec leurs produits propres. Il faut absolument que Close ne soit pas vu comme étant un envahisseur, mais comme un asset. Et pour faire ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que, pour être un peu vulgaire, mettre son bit sur la table. C'est-à-dire que c'est évidemment de pouvoir
beaucoup parler aux équipes, de vendre aussi aux équipes en interne, de pouvoir aussi être présent à tout niveau, je dirais, de la structure et de la pyramide managériale. C'est-à-dire que tu dois être capable de pouvoir parler au commercial grand compte, au mid-manager, et puis aussi au directeur des ventes, puisque c'est comme ça que les choses sont structurées, pour à la fois faire entendre ta voix, mais aussi faire en sorte que les gens te suivent, que les gens adhèrent. Et je crois qu'il y a un point qui est très très important, au-delà de ces formations, au-delà de ces calls, au-delà de ces rendez-vous joints, au-delà de ces réunions, c'est de réussir à se faire inviter dans les points, de réussir à marquer une présence. Donc il faut se déplacer. Je vais souvent au siège à Javel. Ah ouais, donc il y a un petit côté politique Absolument. aussi, malgré effectivement que s'il soit propriétaire maintenant de la structure. Ouais. Je dirais que le propriétaire, c'est la structure, mais c'est pas les hommes. Et il y a quelque chose qui est très 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 intéressant, c'est que comme tu n'as pas de rapport hiérarchique direct avec les personnes, et là, c'est à ce moment-là que tu es vraiment capable aussi de voir à titre personnel si tu as du leadership ou pas. Parce que le fait que cette aventure fonctionne, c'est aussi parce qu'à un moment donné, les gens vont avoir envie de te suivre, alors que potentiellement, ils n'ont pas de compte à te rendre. Donc c'est uniquement s'ils ont envie. Et donc c'est très intéressant de voir si à un moment donné, les choses peuvent se faire. Et ça, c'est que de l'humain. C'est quand tu regardes la personne qui est en face de toi, que tu la regardes dans les yeux, que tu es capable en fait d'essayer de la faire adhérer à ce que tu proposes, à ta solution. Et ce ne sera pas encore une fois uniquement avec une démo fonctionnelle. Et ensuite, il faudra lui prouver aussi finalement un petit peu comme à un client, qu'avec toi, il va pouvoir faire des ventes supplémentaires et donc que ça va aussi lui servir indirectement. Puisqu'à un moment donné, faut pas se mentir, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, surtout pas en sales. Un sales, il va commencer à adhérer à ta vision s'il se rend compte déjà que t'es pas trop mauvais, et puis ensuite qu'il peut en tirer quelque chose. Ouais, effectivement. Tu parlais de leadership. Pour toi, est-ce que on est leadership né ou est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'on le devient? Est-ce que tout bon sales peut avoir du leadership pour mener ses équipes, outre le côté est-ce qu'un bon sales peut être un bon manager, etc., outre le côté managérial? Mais c'est vrai on a peu évoqué ce sujet dernièrement du leadership. Ouais. C'est quoi ton point de vue sur ça? Alors pour le coup, c'est un sujet qui me passionne, puisque pendant longtemps, j'ai considéré que le talent n'existait pas. J'ai toujours considéré que j'étais un garçon qui avait aucun talent. D'ailleurs, que ce soit sur l'aspect sportif ou sur l'aspect professionnel, j'ai toujours considéré que le travail, ça remplaçait tout. Et je me suis rendu compte que, évidemment, c'était pas aussi manichéen que ça, mais qu'il y avait une notion qui était un petit peu entre les deux, qui est la notion de plateau. Et c'est quelque chose que j'avais pas avant. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, ce qui compte aussi, c'est de viser l'efficience. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as aucun talent quelque part, oui, tu vas pouvoir réussir à faire quelque chose. Mais ça va te coûter un effort monstrueux parce que tu pars sur l'échelle de réussite à 0/10. En tout cas, sur l'échelle de potentiel à 0/10. Alors que si jamais tu vas sur un secteur où tu as un certain don, un certain talent, peut-être que tu vas démarrer à 4/10. Donc ça veut dire que tu démarres à un endroit où quelqu'un qui démarre à 0 mettra peut-être 5 ans à arriver au même endroit que toi. Donc ça, je dirais que c'est la première partie de ma réponse. Et ensuite, l'autre sujet, c'est que, évidemment, que le leadership, ça se travaille. Je me souviens d'un film qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait Discours d'un roi, qui était sur le roi Bec d'Angleterre, où ce film montrait qu'il avait réussi à passer au-delà du bégaiement pour justement créer un certain charisme, alors que l'expression orale, c'était pas du tout sa panacée. Donc c'est possible, mais au prix de combien d'efforts? Donc je dirais qu'il y a une partie d'inné, c'est comme tout, c'est comme partout. Potentiellement encore plus sur le leadership que sur autre chose, parce que c'est avant tout, je dirais, de l'humain. C'est quand même beaucoup de soft. Il faut être capable d'avoir une vision, il faut être capable d'être passionné, il faut être capable de l'incarner, et il faut aussi vouloir aimer les autres pour faire avancer quelque chose et y croire, être un peu illuminé. Mais potentiellement, c'est quelque chose qu'on peut aussi chercher. Le point qui est important, c'est au prix de quels efforts et d'où est-ce que je pars. Et donc je dirais que pour ça, quelque chose qui aide beaucoup, c'est la lucidité. Ok. Donc effectivement, il y a un inné, mais par contre, il faut quand même le travailler pour le développer. Et comment toi, tu le travailles, ton leadership au quotidien? Euh, je dirais que déjà, se méfier de ses perceptions, c'est hyper important. Être dans la posture tout le temps d'un apprenant, c'est quelque chose qui est aussi très important. Et il y a ce sujet aussi d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Je disais tout à l'heure que quand tu n'as pas de talent, il faut beaucoup travailler. D'accord, mais quand tu as du talent, il faut travailler aussi.
puisqu'il faut être capable de passer au-delà, je dirais, de cette notion de plateau dont je parlais tout à l'heure. Si on prend le cas, par exemple, des sportifs, les champions vont être capables de capitaliser sur leurs points forts. Les grands champions sont capables d'avoir des points faibles qui sont moins faibles qu'initialement pour du coup aller chercher encore plus. Donc je dirais que c'est vraiment sur ces notions-là. Donc au-delà de l'humilité, au-delà de la lucidité, c'est aussi continuer d'apprendre. Tu veux développer ton leadership, bah, regarde le discours de personnes inspirantes, regarde comment ils arrivent à haranguer les foules, essaye de comprendre comment ils font, renseigne-toi sur le sujet, écoute des podcasts, lis des livres, et quoi qu'il arrive, tu deviendras meilleur parce que tu auras plus de savoir. Et je crois que l'éducation, c'est la base de tout. Et ça, c'est quelque chose aussi que tu as pu travailler dans le sport, parce que tu m'avais dit que tu avais fait un début de carrière de joueur de rugby, hein, c'est ça, hein? Ouais, bah, je dirais que en tout cas c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. J'ai eu la chance de rentrer au Stade Français Paris dans les catégories jeunes à 14 ans. J'en suis rentré à 20 ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club de première division française, de top 14. J'ai pu ensuite aller jusqu'au niveau espoir où j'ai joué à l'Union Bordeaux-Bègles, donc le club de la ville de Bordeaux. Et puis ensuite, en partant au Luxembourg, j'ai joué pendant 4 ans en première division allemande et j'ai eu aussi les honneurs de la sélection nationale. Allez. Comme j'avais jamais été sélectionné en équipe de France, Ok. j'ai bénéficié de la règle de résidence qui Ok. me permettait du coup d'être sélectionné avec l'équipe du Luxembourg. Donc c'est un sujet qui est toujours en cours, c'est-à-dire que je suis encore joueur en activité. Ah ouais? Tout à fait. Et au-delà, je dirais, d'avoir ces notions d'humilité, de résilience et de travail, bah, ça m'a profondément aussi appris, je dirais, une vraie notion d'être capable de considérer certains enjeux comme des challenges et pas comme, je dirais, des chapes de plomb qui nous tombent dessus. Parce que j'ai beaucoup connu la blessure. Je suis par exemple revenu de 3 ligaments croisés opérés. Donc pour les sportifs, pour les joueurs de rugby, pour les footballeurs, c'est un petit peu la hantise. Et ça apprend beaucoup. Ça apprend évidemment beaucoup sur l'esprit d'équipe, sur l'humilité et sur le fait de vouloir servir les autres avant de se servir soi. Profondément vraiment, parce qu'au rugby, si tu es seul, tu ne fais rien. Et ça apprend aussi beaucoup sur le fait de se dire que du jour au lendemain, en fait, tu peux ne plus être capable d'être joueur de rugby. Donc ça veut peut-être dire que du jour au lendemain, tu peux ne plus être capable d'être un bon sales, parce qu'il y a différentes choses qui se sont passées. Parce que tu peux être bon sales dans un secteur, mais pas dans un autre. Donc vraiment, il y a cette notion-là qui est très importante et moi qui me permet aussi de grandir tous les jours. Est-ce que tu penses que justement cet esprit de conquête, de combat, de fraternité qu'on peut avoir au rugby, et qui était aussi un état d'esprit assez sales avant le Covid, aujourd'hui c'est perdu? Est-ce que tu le retrouves autant de la même manière dans les bureaux? Parce que c'est un peu le sujet de conversation entre Dirco en ce moment quand on fait les podcasts ou nos échanges avec nos clients. On sent qu'il y a une perte peut-être de valeur, d'ADN. Bon, je ne peux pas t'influencer sur la réponse, mais c'est quoi ton point de vue sur le sujet, toi? Mon point de vue, c'est que en sales, en tout cas c'est ma vision et ça concerne que moi, tu n'as pas le choix que de faire les choses avec ton cœur. Mais du coup, il faut que ton cœur il adhère. Donc ça veut dire que quand tu es head of sales, quand tu es leader, quand tu es manager, peu importe, il faut créer l'élan. C'est-à-dire que finalement, peu importe que les gens soient déjà aptes à te suivre ou qu'il faille un petit peu plus créer le sujet, il y a eu le Covid, il y a eu différentes choses. On est aujourd'hui dans un monde où dès qu'un truc nous plaît pas, bah du coup on le vire et puis on prend autre chose. Soit, mais tu dois dealer avec ça. Les Anglais disent toujours deal with it. Bah oui, c'est le cas. Tu vois, par exemple, quand tu démarres parfois un match de rugby, t'as un début d'acromio, t'as un début de truc, t'as toujours quelque chose qui va pas. T'es jamais à 100%. Et pour autant, il faut aller gagner le match et puis il faut faire en sorte que l'équipe elle avance. Pour moi, en sales, c'est pareil. Il y a des choses qui sont en perdition, il y a des valeurs qui sont un petit peu moins présentes, il y a une énergie, c'est vrai, qu'on sent un petit peu moins. Mais du coup, c'est à toi de redoubler d'efforts pour incarner ce que tu fais, pour être tourné vers les autres, pour faire en sorte finalement de faire aussi ton métier de sales en interne avec tes équipes, pour avoir ce bouton d'influence qui doit être plus important qu'avant et créer une adhésion de la part des troupes et que les gens fonctionnent quand même. Je vais passer du coq à l'âne, mais il y aura un lien. Vous, comment vous avez vécu l'année 2023? Parce que dans le secteur du SaaS, de manière générale, a été quand même extrêmement compliqué, avec un ARPA, c'est-à-dire un montant moyen facturé par compte qui a diminué, un taux de churn important, des levées de fonds qui ont planté, donc quand même un secteur SaaS plutôt en berne. Vous avez été impacté, vous, de votre côté, ou pas du tout? Je dirais que
Indirectement, mais pas forcément en frontal, puisque on est sur un sujet qui est quand même un petit peu spécifique. On n'a pas forcément de concurrents directs. Et de notre côté, on va plutôt être influencé par les évolutions du sujet corporate, je dirais du sujet transactions financières, plus qu'autre chose. On sait qu'aujourd'hui, le marché du M&A n'est pas forcément dans sa meilleure année. Toutes les transactions qui sont des grosses transactions, qui sont des large cap, il y en a un petit peu moins qu'avant. Donc les cabinets ont tendance à revenir chercher des transactions un petit peu plus inférieures, mais en tous les cas, en tout cas un peu moins grandes au niveau, je dirais, de ce que ça représente au niveau chiffré. Mais l'activité, elle continue. L'activité, elle est présente. Donc je dirais que notre cible, elle a pu connaître des fluctuations aussi sur son marché, ce qui a pu créer des hésitations par rapport au fait d'acheter ou pas. Mais bon, tu auras compris mon point de vue, tout est un challenge, il y a toujours une opportunité à sortir dans la crise. Et je crois qu'on s'en sort pas si mal que ça et que on a plutôt réussi, nous, à augmenter notre ARPA moyen. Mais c'est un peu biaisé ce que je vais te dire, puisque on était sur une société qui n'avait jamais eu de structuration Sales Ops et on l'a mis en place cette année. Donc tu vois, ça vient un petit peu biaiser les cartes, mais on n'est pas sur une année, je dirais, qui est catastrophique, loin de là, on est plutôt sur une année de forte croissance. Ouais. Ouais, ça c'est cool. Parce que des grandes questions aussi, mais c'était le sous-jacent à ce début d'échange, mais je vais te la poser quand même. C'est comment gère-t-on la motivation de son équipe sales dans ces coups de mou qui peuvent durer 3, 4 trimestres d'affilée, un peu comme quand avec ton équipe de rugby tu perds 3 matchs et au quatrième tu te retrouves à la mi-temps et t'as foiré déjà ton premier temps. Bah, je dirais qu'il y a pas de recette miracle, ça se saurait, et je crois qu'il y aurait que des champions si on arrivait à le faire. Par contre, il y a un point qui est important, c'est l'honnêteté. Je crois que le fake, je dirais des extrêmes et des absolus, c'est-à-dire de faire le surmotivant pendant X temps, ou alors de faire celui qui vient péter des genoux pendant un moment aussi, ça peut marcher, ça peut être des stratégies, mais tu vas faire ça quoi, 10 jours? Et puis après, ça va rentrer dans la norme. L'être humain, de toute façon, il est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a crise, et puis quoi qu'il arrive, on finit par revenir sur un niveau de bonheur et un niveau de structuration moyen. Donc ça marche pas. Donc je dirais qu'il faut être honnête par rapport au sujet. Puis ensuite, c'est comme dans le sport, c'est-à-dire que oui, on sait que tu as une target à faire sur l'année. Oui, on sait que tu as des objectifs à faire. Mais ce qui compte avant tout, c'est de montrer du mieux, montrer que ça avance. C'est exactement comme quand en foot, tu as une équipe qui est en train de perdre 7-0. Elle peut finir en fait son match à 9-0 ou elle peut finir à 7-3. Oui, tu vas perdre. Mais est-ce que tu as envie de montrer autre chose? Et c'est ça, je crois, qui compte, c'est d'être capable, notamment pendant ces one-to-one, et c'est là que ça sert beaucoup, d'avoir aussi un peu ce management de vestiaire. Moi, c'est un petit peu mon sujet, je mets beaucoup de cœur là-dedans, mais de se dire, ok, ta target, tu vas pas aller la chercher, mais fais une semaine un target, fais un mois un target, le deal là, va le chercher, je vais t'aider, on va y aller ensemble. Et petit à petit, comme ça, tu vas déjà diminuer la notion d'échec, créer des victoires, et ça va faire en sorte que ton gars, ou que ton équipe en général, elle raccroche le wagon. Ça peut être réussir à aller chercher du rendez-vous. Ça peut être réussir à aller sur un closing call tout seul. Ça peut être réussir à re-signer un petit compte. Ça peut être se dire, ça fait 2 semaines que j'ai pas signé, je viens de refaire une vente. Il y a plein de petits objectifs qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que la personne elle soit redynamisée ou qu'un groupe soit redynamisé. Mais je crois qu'avant tout, il faut être réaliste et qu'il faut être hyper honnête sur la situation sans forcément y mettre trop d'émotions. Donc, mettre un cadre de plein de petites victoires pour faire des grands succès. Et c'est ça qui va effectivement remettre en confiance Step by step, la notion de c'est- l'escalier. Ok. Malheureusement, on va devoir commencer à mettre fin à notre échange parce que sinon je vais me faire engueuler par Quentin qui s'occupe de monter nos podcasts. Là encore, je pars sur un tout autre sujet, vraiment question rapide. Est-ce que aujourd'hui les avocats d'affaires sont en panique avec l'arrivée de l'intelligence artificielle? Et est-ce que vous travaillez effectivement sur ces sujets-là actuellement? C'est hyper intéressant parce que au niveau, je dirais, du groupe de Lexis, c'est un sujet qui est central. C'est-à-dire que on a pu faire certaines sorties dernièrement sur des outils qui sont en train d'être mis en place justement pour arriver sur ce sujet. L'intelligence artificielle, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement dans différents secteurs d'activité et évidemment aussi dans le légal. Ce qui va être intéressant, c'est de considérer que c'est une opportunité et que c'est pas un risque ou quelque chose qui est menaçant. Donc il va y avoir évidemment une évangélisation à faire, mais surtout être capable de montrer que ça vient apporter
une amélioration du travail d'avocat et une amélioration de sa qualité, je dirais, de vie hein, au travail, mais que ce soit encore une fois une banque d'affaires, un avocat ou une direction juridique, hein, pour vraiment reprendre les trois sujets. Ensuite, le dernier point, c'est que nous, dans Closed, on est en train de réfléchir à différents types d'actions pour pouvoir faire bénéficier de cet apport de l'intelligence artificielle pour accélérer encore plus les deals. Ça peut être des choses assez classiques d'être capable en quelques secondes d'aller chercher, je dirais, un dossier dans une masse énorme ou de pouvoir demander certaines choses, encore une fois, sur de la synthèse de sujets. Donc il y a des réflexions évidemment qui sont en cours là-dessus et ce qui est intéressant, c'est comme on fait partie d'un groupe aussi, on bénéficie de la réflexion globale. Allez, dernière question. Si si tu devais me conseiller quelqu'un à interviewer après toi, quelqu'un que tu adorais écouter sur le podcast We Are Sales, interviewé par mes soins. Et bah tu vois, je pense que c'est le moment de rendre à César ce qui appartient à César. C'est vrai, tu voudrais que je m'interviewe moi-même? Ah bah Oh écoute, là là, oh là là. pourquoi Donc pas. moi sur ce canapé, mon ego en face, disons que c'est trop d'honneur que tu m'as fait aujourd'hui. Non mais c'est je dirais, la personne qui a commencé à m'inspirer et qui aussi m'a permis de faire ce pont entre le milieu sportif et le milieu professionnel et qui m'a permis d'être pris de passion pour les sales. C'était mon premier VP Sales qui s'appelle Charles Marchais, qui est dans une structure qui s'appelle Vision maintenant, qui a fait aussi un beau parcours chez Aircall. Pour être honnête, je ne l'ai pas mis au courant de cette sortie que je suis en train de faire. Déjà, je pense que ce serait hyper plaisant de l'écouter sur ces sujets. Et je suis sûr qu'il pourrait apporter plein de choses. Formidable. En plus, Charles, je te salue puisqu'on a échangé déjà quelques fois ensemble, puisqu'on avait fait des événements avec Aircall. Donc écoute, avec grand plaisir de te recevoir sur notre podcast We Are Sales pour parler toi aussi de tes nouvelles aventures. Un grand merci d'être venu chez nous aujourd'hui dans nos bureaux. Guillaume, tu as un parcours qui est très inspirant. Tu as passé une année 2023 qui a été sur les chapeaux de roue. Je suis étonné de te voir avec autant d'énergie, alors qu'en fin d'année, on est tous avec des petits yeux, des cernes sur l'année après l'année écoulée. Tu as eu des enjeux effectivement de prise de poste, de head of sales, de connaissance d'un nouveau secteur d'activité sur des personas qui sont compliqués, un lancement de nouveaux produits, la data room, le merge avec Lexis, le marché du M&A qui a quand même été, parce que j'ai fait un peu mes devoirs quand même, mes questions sont orientées, je crois, divisé par deux sur l'année 2023. Donc j'espère que tu vas passer de très belles fêtes de fin d'année. Encore une fois, merci pour ton intervention. Et puis j'espère qu'on pourra suivre ton parcours et refaire le point d'ici quelques mois sur les évolutions de Closed et tes différents succès. Bah écoute, Pierre-Michel, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce podcast. Ça a été un plaisir et j'ai été enchanté d'échanger avec toi. Et ce que je peux simplement dire pour le mot de la fin, c'est que il n'y a pas de secret, hein, tu as de l'énergie quand tu es passionné et tu es passionné quand tu mets du cœur à l'ouvrage. Voilà. Exactement. Alors, comme vous l'aurez compris, on est fin Q4 2023. Le temps que le podcast soit monté, il sera publié aux alentours de janvier 2024. Donc, pour les sales, head of sales B2B qui nous écoutent, je vous souhaite une très belle et joyeuse année. Ayez la patate parce que le marché commence à reprendre. Donc on a tous besoin de refaire du bif. Tu le disais tout à l'heure, on fait ce métier aussi parce que on est là pour avoir aussi derrière un ROI, parce qu'on vend avec nos tripes, avec nos émotions. On donne du temps de travail, mais on donne aussi notre personne. Lorsqu'on vend une offre de produits et services, finalement on l'intériorise. Et donc on a hâte aussi d'arriver en 2024. Ayez la patate, gérez bien vos cycles de vente. N'hésitez pas à remettre en question les process déjà existants, les structurations d'équipes des années passées. Le marché change plus en plus vite. Les équipes commerciales doivent l'être aussi. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et suivre nos aventures de We Are Sales. Et je vous dis très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes. Merci beaucoup. Au revoir.